Aujourd'hui, on va faire un petit peu moins de 100 millions de chiffre d'affaires. Si on était, tous les pays étaient à peu près au même niveau de maturité que la France, on ferait 500 millions. C'est quoi un super prof? Si tu me disais le mot entrepreneur, chef d'entreprise, quand j'avais cet âge-là au lycée, mais je rêvais quoi. Ça me faisait rêver complètement. J'imaginais l'entrepreneur comme le chevalier des temps modernes qui allait partir à la conquête sur son bateau, je sais pas, traverser l'Atlantique avec son équipe. C'est grisant de vendre sa boîte, c'est grisant de gagner de la thune. Mais c'est aussi triste de plus rien avoir. Une fois que tu n'as que de l'argent, c'est assez triste. Moi, pendant 6 ans, Kylian, j'ai perdu entre 300 000 et 500 000 euros par an et j'ai jamais gagné $1. Parce que les États-Unis, c'est des killers. Ils sont très très forts. Ils sont bien meilleurs que nous dans tous les domaines. T'as créé super prof, mais toi, est-ce que t'es super heureux? En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Bienvenue dans cet épisode de En orbite, le podcast de OVNI Media, le podcast pour prendre du recul, s'élever et discuter de ce qui fait vraiment la différence. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur qui a décidé de transformer une simple envie de progresser à la guitare en une plateforme mondiale de l'éducation. Ingénieur de formation, passé par le conseil, il va finir par se lancer en 2013 avec une idée simple, créer le Airbnb des cours particuliers, une place de marché qui met en relation profs et élèves sur toutes les disciplines et partout dans le monde. 10 ans plus tard, Superprof, c'est une communauté de dizaines de millions de professeurs dans plus de 50 pays, plus de 100 millions d'élèves qui ont trouvé un prof via la plateforme, une croissance rentable, bootstrap sans lever un seul euro de fonds, et l'ambition affichée est de dépasser les 100 millions de chiffres d'affaires en 2025. Aujourd'hui, je reçois Wilfried Granier, fondateur de Superprof. Merci beaucoup d'être là, c'est vraiment un plaisir. Bonjour Kylian. Merci d'être venu. Merci de m'inviter. Ouais, carrément. Je suis trop content de venir, donc c'est cool. Merci. Comme je te disais en off, ça fait quelques temps que j'ai découvert Superprof, mais là, effectivement, en préparant l'émission, j'ai vu toute l'ampleur que c'était. Très admiratif. C'est gentil. Je ne suis pas tout seul. J'ai une équipe formidable qui m'aide à faire tout ça. Après, on a un projet qui est quand même vachement chouette, puisqu'on met en relation des profs et des élèves à travers le monde. Aujourd'hui, on a un peu plus de 35 millions de professeurs. On opère dans 68 pays, on devrait opérer dans une centaine de pays d'ici 6 mois à peu près. Et donc voilà, et puis on a une petite équipe très sympa, une vraiment très familiale. C'est 48 nationalités au bureau, ça parle 18 langues, c'est beaucoup de fêtes, beaucoup de teuf. Vraiment, la teuf, c'est quelque chose de très intégré chez Superprof. Et puis voilà, on est tous ensemble dans nos bureaux à Paris et on est très heureux. Enfin, je crois, en tout cas, moi je suis très heureux. C'est le plus beau. On va revenir un peu sur tout ça, mais la première question que je pose avant même d'aller sur ta vie et ton parcours à tous les invités, c'est si tu sortais, toi, de ton corps à la troisième personne, comment est-ce qu'on te décrirait? Alors, comment je me décrirais si je sortais de mon propre corps? Alors, je me décrirais, je dirais, écoute, voilà Wilfried Granier. Il est papa d'un petit Olympe de 6 ans dont il est absolument fou amoureux. C'est sa passion dans la vie. Et puis, il est papa également d'une boîte qui s'appelle Superprof, qui est la boîte qu'il a créée maintenant il y a 12 ans, en 2013, en se disant qu'il allait créer la boîte de ses rêves, la boîte qu'il allait garder toute sa vie. Wilfried, il a l'air sympa, il a l'air joyeux. Il est bien entouré par une équipe de gens formidables. Et Superprof, c'est une boîte qui grossit énormément, qui fait beaucoup de croissance. La croissance, c'est quelque chose de très important pour Wilfried. Et puis, voilà, oui, et puis Wilfried, il est en troisième passion. Il aime beaucoup l'immobilier. Et d'ailleurs, il vient d'acheter ses bureaux et de construire des bureaux pour l'équipe où ils sont très bien ensemble dans le 11e arrondissement. Voilà. C'est marrant que tu dis ça, on était à la cérémonie des voix de l'immobilier hier, il y avait plein de gens du secteur, trop intéressant, le hasard. Moi hier j'étais avec Francis Lelon, mon ami de maintenant, mon meilleur ami depuis un mois, on ne se quitte plus. Qui était là bisous juste avant, Francis. On fait des bisous à Francis, c'était un super épisode aussi. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la partie de toi qui était en études, parce que pour Superprof, je pense que c'est quelque chose qui était absolument crucial dans la construction de ta boîte. Tu me dis si je me trompe, la vision que tu as pu avoir des études. Si on rembobine, et qu'on revient à l'époque du lycée, cette période-là où tu étais adolescent, tu ressemblais à quoi comme élève? Alors, c'est trop mignon de penser à ça. Alors moi, j'étais un élève très dissipé. Moi, j'ai beaucoup d'avertissements de conduite. Voilà. Et la chance que j'avais, c'est que j'étais pas trop mauvais en maths. Donc voilà, on me laissait assez tranquille. J'ai pas eu trop de difficultés. J'ai fait une première S, une terminale S. J'ai été en maths sup, en maths spé. J'ai intégré une école d'ingénieur. Et voilà. Donc scolairement, pas mauvais en maths. Donc je me débrouillais.
Mais dans les autres matières, c'était la cata. Puis moi, ce qui m'intéressait plus au lycée, c'était de sortir avec mes potes et de draguer les nanas. Donc, j'étais pas hyper scolaire. Ouais. J'adorais ma mob. Moi, j'avais une mob parce que je viens du 78. Donc, Qu'est-ce qu'une mob? mobilette, pardon. Ah, pardon. Ça n'existe plus. Et donc voilà, j'avais mon 2 roues, tu vois, et je le trafiquais pour aller plus vite. Enfin, voilà, c'était ça ma Et les vie filles adoraient. au lycée. Elles adoraient, je sais. En tout cas, je pensais qu'elles adoraient. Je suis pas sûr qu'en fait elles adoraient en vrai de vrai, mais j'ai l'impression que ça faisait très bad boy. Voilà. Et puis non, moi de toute façon j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai un papa enseignant, j'ai une maman qui était mère au foyer, j'ai un petit frère, une petite sœur. On était dans un petit appartement tous ensemble dans le 78 au Clé-sous-Bois. On n'avait pas grand chose, mais on manquait de rien, et surtout je manquais pas d'amour. Moi j'ai eu une enfance très heureuse. Et j'ai toujours voulu être entrepreneur depuis que je suis né. En fait, depuis que je suis né, je voulais monter ma boîte. Moi, si tu veux, Kylian, si tu me disais le mot entrepreneur, chef d'entreprise, quand j'avais cet âge-là au lycée, mais je rêvais, quoi. Ça me faisait rêver complètement. C'est vrai que j'imaginais l'entrepreneur comme le chevalier des temps modernes qui allait partir à la conquête sur son bateau, je sais pas, traverser l'Atlantique avec son équipe. J'avais toujours l'idée de me dire, c'est quelqu'un qui va être indépendant, libre, qui va constituer une équipe et qui va aller à la recherche d'un trésor, ou en tout cas qui va gagner sa vie, tu vois, avec un modèle économique, un truc qu'on va inventer, qu'on va fabriquer, quoi. Donc j'ai toujours cette idée-là voilà, et donc j'ai toujours rêvé de monter des boîtes. Donc ça c'est pour la partie adolescent. Et puis après voilà, j'ai fait des études, donc maths sup, maths spé, école d'ingénieur. Et puis après quand tu fais ça, du coup spontanément t'es un peu embarqué dans des grands groupes. Donc moi j'ai commencé chez KPMG, puis chez Ernst & Young. Bon, j'ai tenu 2-3 ans, tu vois, en étant salarié. Et puis très vite j'ai eu l'idée de monter ma première boîte. Voilà, j'ai monté ma première boîte, je pense, à 24 ans. Et puis 24-25, tu vois. Et puis à partir de là, c'est fini. Une fois que tu as découvert l'entrepreneuriat, c'est impossible d'arrêter. C'est la meilleure chose au monde. J'invite tout le monde à découvrir l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui fait rêver. C'est beaucoup des aventures, c'est des rencontres, c'est constituer une équipe. C'est fabuleux, c'est beaucoup de liberté, beaucoup de contraintes, beaucoup d'emmerdes, évidemment. Mais voilà, le revers du médaille, c'est que beaucoup de joie. Et voilà, donc première boîte que je monte. Et puis après, voilà, j'ai enchaîné. Et à 35 ans, je décide de monter la boîte de mes rêves. Et donc, je monte Superprof. Magnifique. Tu t'as parlé un peu de ta famille. Est-ce qu'il y avait des enjeux familiaux? Est-ce qu'ils te poussaient vraiment dans les études, ou c'est Pas plus du toi qui t'as... Pas du tout. Mes parents ne me poussaient pas du tout dans les études. Mes parents me faisaient totalement confiance. Mais c'est étonnant, parce que mes parents avaient vachement confiance en moi. Puis Même pour les enseignant en sorties. plus, pour le coup. Ouais, mon père était enseignant, mais il avait confiance en moi. Mais c'est vrai que moi, je me suis complètement débrouillé, même pour trouver ma maths sup, m'inscrire en maths spé, trouver mes écoles d'ingénieur. Mes parents, ils étaient... Je pense même que ma maman a mis beaucoup de temps pour savoir quelle école d'ingénieur j'avais fait. Non, mais ils s'intéressaient pas. Et même, ils me faisaient confiance. Ok. Ça roulait pour moi. Ils me voyaient autonome. Je me débrouillais. Donc, non, mes parents... Et quand tu disais que si on te parlait d'entrepreneur à 17-18 Ouais. ans, t'en rêvais, t'as Ouais. découvert ça comment? Comment ça t'est venu, cet amour pour l'entrepreneuriat? Alors, écoute, je pense que j'ai toujours eu envie de me dire que j'allais être libre, j'allais être riche, j'allais faire des aventures, j'allais être indépendant, j'allais me constituer une équipe, tu vois. Donc tout ça, ça résonnait en moi. Donc la communion de tout ça, pour moi, c'était l'entrepreneur. Mais c'est un truc que j'ai un peu fantasmé, Kylian. C'est-à-dire que comme j'avais aucun entrepreneur autour de moi, je connaissais personne qui avait monté des boîtes. Eh bien, c'était un truc que j'avais un peu fantasmé en me disant, Tu voyais que le positif. bah ouais, c'est sûr. C'est sûr, je voyais que le positif, quoi. Mhm. Tu vois. Et
Et puis ouais, c'était un mot qui me faisait rêver, c'est un très joli mot. Donc ouais, dès que j'ai pu lancer ma boîte, et puis alors attends, moi je lisais Challenge, Capital, l'été, je partais, je lisais des C'est magazines, dingue. mais ça me faisait, mais j'en rêvais, je te jure, j'en parlais à ma nana de l'époque, je me rappelle, avec mes potes, mais moi je voulais monter des boîtes. Dès que je lisais des articles je regardais Capital le soir, tu sais, sur les gens qui montaient des boîtes. Puis après, moi en école d'ingé, il y a eu la folie des startups, tu sais, j'étais encore un peu jeune, mais j'ai vu Mythique, e-France, Marc Simoncini, les introductions en bourse, les French Tuesday, les investisseurs, le point .com qui arrivait, la bulle qui s'est écroulée. Mais tout ça, mais moi j'étais en lévitation, j'en pouvais plus tellement que ça me faisait rêver, quoi. Quand tu lisais tout ça, que là tu m'as parlé de Marc Simoncini, t'avais vraiment un entrepreneur, ça peut être lui ou un autre, qui te faisait kiffer, où tu te disais mais Ouais. lui c'est le chef des super-héros quoi. Oh ouais, à l'époque, vraiment, je pense que je surkiffais Marc Simoncini. D'ailleurs, Ouais. je le surkiffe toujours, c'est quand même un mec extraordinaire, hein, tu vois. J'ai eu la chance de le rencontrer, de le saluer, de le remercier pour tout ce qu'il m'avait apporté. J'ai lu son bouquin, sa bio, qui est phénoménale, et puis, qui est très intéressante, et puis c'est un personnage extraordinaire, donc oui, il m'a beaucoup inspiré. Donc oui, Marc Simoncini, je dirais, à ces débuts-là, c'était lui, effectivement, qui me... Bah ouais, puis il a, je sais pas, il a 10-15 ans de plus que moi. Il avait fait plein de choses. Il avait vendu Vivendi à Vivendi. Il montait Mythique. C'était fou. Moi, j'étais sur tête d'école, donc j'étais un bébé. T'as créé ta première boîte à 25 ans, tu disais, Ouais. 25-26. Ouais. Est-ce que c'est le vrai premier moment où t'as dit je suis un entrepreneur et t'étais fier de le dire? Ouais, je pense, ouais. C'était Enfin, quoi je me comme- suis jamais dit, je suis entrepreneur. Parce que moi, je suis quand même assez. J'ai du mal à me satisfaire de ce que j'ai fait, Ouais. même si on me dit, ah, c'est bien ce que tu as fait. Je me dis toujours, ah, c'est bien, mais je suis quand même très méfiant. Tu gagnes dans la durée, donc il faut rester quand même, tu vois, assez vigilant. Donc j'ai du mal à me satisfaire, à me dire, ça y est, je suis entrepreneur. Ça veut Mais- pas dire que t'as réussi. Hein. Ça Non, veut non, juste je dire suis que tu d'accord. entreprends. Je suis d'accord, voilà. Mais oui, j'ai dû me dire ça à cette époque-là, effectivement, et j'ai surkiffé, surtout, j'ai surkiffé. Le premier truc que j'ai fait, c'est recruter mon pote, mon meilleur ami. Je voulais embarquer tout le monde dans l'aventure. J'ai recruté ma nana. Enfin, ma première boîte, c'était n'importe quoi. Mais comme aujourd'hui, un peu, je recrute tous mes potes. Mon frère a travaillé pendant très longtemps dans la boîte. Je recrute mes amis. Enfin, moi, j'adore bosser avec des gens que j'aime. Donc, l'entrepreneuriat, ça te permet ça. Donc, tu peux recruter des gens que tu aimes. Et c'était quoi comme aventure? La première boîte? Ouais. Alors la première boîte, c'était dans Internet. C'était une boîte qui mettait qui fabriquait des sites Internet d'une part, et de l'autre qui monétisait en mettant des bannières publicitaires sur Ouais. le site. Donc je gagnais des sous en monétisant les sites que je fabriquais. Je fabriquais pour d'autres une espèce de web agency, mais avec un côté régie publicitaire. Voilà, donc ça c'est ma première boîte. Et puis elle marche bien, tu vois, on est 10-15. Je prends mes premiers bureaux dans le 18e. On va faire 1 million de chiffre d'affaires, je crois, un truc comme ça. Et puis quelqu'un me propose de me la racheter et je vends. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote assez marrante, c'est-à-dire que je voulais pas y tout vendre, mais on me fait une offre que je peux pas refuser en fait. Voilà, donc parce que j'ai 28 ans, parce que on me propose des millions d'euros en banque, enfin à propos pour le montant de la boîte, je savais même pas que ça valait autant parce que je gagnais peut-être 2500 ou 3000 euros par mois à l'époque, et que là on me propose des montants stratosphériques qui sont irrésistibles. T'avais quel âge quand t'as vendu? 28. Et donc Ouais. je décide de vendre ma première boîte, et à contre-cœur parce que je voulais pas la vendre en fait. Et donc quand tu Donc ça c'est un apprentissage. quand premier apprentissage. tu vends et limite à contre-cœur mais que tu te dis ok maintenant j'ai tout ça, c'est quoi? Tu rebondis direct, tu te dis direct je vais en lancer une deuxième ou t'as un petit temps où Alors tu te calmes, où tu te dis non. ok j'intègre Alors, quand même. non, alors tu as un petit temps, tu te calmes déjà parce que surtout Faut moi faire la transition j'avais déjà. la transition pendant 1 an et demi, Ouais. 2 ans, donc j'ai fait la transition. Et après tu es dans la grande solitude parce que tu n'as aucune idée, tu as du mal à te plaindre parce que tu as eu un peu d'argent. Tout le monde te dit ah mais tu vas monter plein de boîtes, ouais, mais sauf que t'as pas d'idée, t'es alone. Tes anciennes équipes, tu les as quittées parce qu'elles sont restées. Donc non, t'as une petite phase un peu dépressive entre guillemets, enfin en tout cas une petite phase un peu où tu te cherches, tu vois. Et donc moi je suis parti aux États-Unis. Ouais, je suis parti aux États-Unis. Ok. J'ai fait côte est, côte ouest. Et puis j'ai réfléchi. En voyage pur. En voyage pur. Voilà. Et puis j'ai réfléchi, j'ai rencontré plein de gens. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que t'aimes faire? Et puis quand je suis revenu, j'avais une idée de boîte. T'avais plein d'insights ouais. Je suis revenu, j'ai lancé une boîte que j'ai détestée. Et puis après cette boîte, je l'ai fait pivoter. Et puis après, voilà, ça a bien fonctionné. Et c'est ma 3e boîte, donc Super Prof, en 2012. Quand je découvre Airbnb, si tu veux, je découvre Airbnb, je me dis mais Airbnb c'est une idée de fou, quoi. Tout à l'heure on en parlait de Brian Chesky qui a été reçu
C'est un mec incroyable qui a fabriqué une plateforme si intelligente avec autant de confiance que 2 individus à l'autre bout du monde arrivent à se prêter un appartement, tu vois. C'est quand même beau la confiance qu'il arrive à créer par la plateforme. Et moi, à cette époque-là, je voulais me remettre à la cour de guitare. Or, quand tu veux apprendre la Le fameux guitare, cours de guitare. bah, tu fais quoi? Tu vas soit sur le Bon Coin prendre un prof qui est pas de qualité, tu sais pas qui c'est, t'as un 06, mais tu vois, c'est entre une machine à laver, une petite annonce de n'importe quoi, tu vois, t'as un prof. Ou alors tu vas à la boulangerie du coin, enfin à l'époque. Donc je me dis, putain, je vais créer le Airbnb du prof particulier avec de la confiance, de la rigueur, des profs triés sur le volet, les meilleurs profs du monde. Et si je le fais, du coup, je le fais de façon internationale, c'est-à-dire que je pense le truc en français, je le rôde, je vois si le modèle économique, je vois si ça prend, je vois s'il y a un market fit, mais très vite après, je le pense tout de suite international. Directement à l'international. Ouais. T'avais aucun doute. Bah, aucun doute. Si, première année, Non, quand mais même, il faut trouver. Ce que je veux dire, market c'est fit. que tu Mais t'es je le pas pense, dit, je le conçois pour se développer à l'international. Ouais. Tu vois. Voilà, parce que souvent, après, tu es bloqué par ta stack technique. C'est-à-dire que tu as développé un truc super statique, non paramétrable. Et donc, du coup, normalement, il faut le refaire. Donc, il faut le traduire, il faut tout refaire, il faut faire dupliquer. Là, moi, j'avais fait déjà un truc où c'était un truc qui pouvait être multidomaine, multilangue. Tu vois, il a été conçu comme ça, pour l'international. Multilangue, multidevise, multi-pays, multi-alphabet, enfin, tu vois. Parce que quand t'avais fait ce voyage aux États-Unis, t'avais vu qu'il n'y avait pas ça déjà aussi. Ouais, c'est vrai. J'avais vu ça. Et puis, voyage aux États-Unis, si tu veux, ça m'a aussi donné la niaque parce que les États-Unis, ils sont excessivement bons, notamment San Francisco, avec des gens qui ont des visions internationales. Tu vois, ils ont cette vision internationale. Nous, on l'a peut-être un petit peu moins. Les États-Unis, quand ils lancent un projet, ils pensent international. Il n'y a pas de sujet. Donc voilà, enfin bref, tout ça pour te dire que la boîte de mes rêves, dans l'éducation aussi, pareil, l'éducation c'était un truc qui m'intéresse énormément. Toi, je me dis, tiens, autant faire du bien à la planète, tu vois. Moi, je trouve que mettre en relation des profs et des élèves, ça fait, tu vois, faire en sorte que les gens apprennent, que les gens soient plus éduqués, soient plus intelligents. Je pense que ça améliore un peu le monde, tu vois. Si on était tous plus intelligents, plus tolérants, je pense qu'il y aurait moins de racisme, il y aurait moins de choses horribles, moins de guerre et compagnie. Bref. Donc dans l'éducation internationale et puis ouais, surtout une boîte que je veux garder toute ma vie. Donc je ne veux pas lever d'argent, je veux être bootstrappé, je veux vivre de mes clients. Donc il faut que je trouve un modèle économique, il faut que je sois rentable dès le premier jour, il faut que j'ai un focus chiffre d'affaires et croissance. Parce que lever de l'argent, c'est vendre une partie de sa boîte. Et puis moi surtout, encore une fois, j'ai le rêve du capitaine de navire qui part. J'ai pas envie d'être embêté par un board qui va m'expliquer des trucs. Moi, il y a beaucoup de choses que je fais avec beaucoup de cœur, beaucoup de feeling, beaucoup de passion. Et c'est très difficile à faire rentrer la passion dans un tableau Excel. Donc, c'est difficile à expliquer aux autres même pourquoi je fais ce choix-là. Pourquoi j'ai racheté des boîtes très très chères parce que j'y croyais. Pourquoi, tu vois. Donc, voilà. Donc, boîte où j'avais 100% du capital, seul, dans un domaine dans l'éducation et que je garderai toute ma vie. Donc c'est ça le début de Superprof. La partie bootstrap et le fait que tu veux rester dans cette boîte toute ta vie, j'ai l'impression que ça vient quand même dès le début, ce que tu me dis en tout cas. Ouais. Je trouve ça dingue, mais comment est-ce que tu as réussi à avoir cette maturité à te dire ça dès le départ? Parce que grâce à mes 2 anciennes boîtes, mes 2 boîtes d'avant, 2 boîtes majoritaires, parce que j'en ai fait plein d'autres des boîtes, mais des petits trucs qui n'ont pas fonctionné. La première qui a fonctionné, je l'ai revendue. Donc j'ai compris que en fait, monter une boîte et la revendre, c'est grisant de vendre sa boîte, c'est grisant de gagner de la thune, mais c'est aussi triste de plus rien avoir. Une fois que tu n'as que de l'argent, c'est assez triste. Ça, c'est le premier point que j'ai appris de ma boîte. Mais aussi, c'est pareil, j'ai fait cette vente. Or, tu verras, beaucoup de gens qui n'ont jamais vendu leur boîte ont envie de la vendre un moment pour vivre l'expérience et le fait d'être grisé par vendre sa boîte. C'est chouette, c'est une expérience, tu vois. Donc ça, je l'ai fait, donc je n'ai plus envie de le faire avec Superprof. Premier point. Et puis moi, je suis assez riche. J'ai gagné quelques millions quand j'avais 28 ans. Je les ai bien investis dans la pierre. J'ai ma résidence principale. J'ai 2-3 petits studios. J'ai un salaire correct aujourd'hui. Je suis tranquille. Avoir trop d'argent, c'est peut-être... ça fait fantasmer et tout, mais c'est beaucoup de problèmes. Il faut s'en occuper, il faut le gérer. Moi, j'ai envie de vivre avec correctement. Bien, quoi. Voilà, d'être bien, d'être connecté à mes potes. J'ai pas envie d'avoir un salaire stratosphérique par rapport à mes amis. J'ai envie de partir en vacances dans des endroits où on peut partager des choses. Tu vois, j'ai pas envie d'être déconnecté du monde. En revanche, je veux que Superprof soit très très riche. Donc c'est mon obsession. Je veux parce que Superprof va pouvoir investir, acheter plus, grossir, recruter les meilleurs. Donc que ma boîte soit très très riche, oui. Mais moi personnellement, non.
Bref, donc ça, j'ai fait. Donc, pour répondre à ta question, Kylian, ma première expérience m'a permis de savoir que la prochaine, je voulais la garder toute ma vie, je voulais pas la vendre parce que je vais pas être grisé par le fait de vendre. Il y a pas longtemps, je parlais avec un mec qui me disait Tiens, je vais vendre ma boîte. J'étais sûr, ça cartonne, ça marche. Ouais, mais j'ai envie de la vendre, je suis le pactole, j'ai envie de sécuriser, j'ai envie. Je te jure, aujourd'hui, il a vendu, il est assez triste parce qu'il il doit garder sa boîte, il sait pas quoi faire, il a pas de projet. Il vit la période que j'ai vécue. La redescente. La le période de lendemain, quoi. redescente, en plus avec de l'argent, en plus d'un seul coup tu deviens riche. Moi j'ai été étudiant, je viens pas d'une famille très aisée, donc si tu veux, je savais même pas où le mettre mon argent, je savais même pas où le ranger. Enfin, tu vois, donc non mais ça s'apprend. Tu L'image vois, est- ouais. c'est chiant, c'est chiant, c'est peu intéressant. Mais tu es obligé de le faire parce que en même temps tu l'as fait pour ça, donc voilà. Et puis tu te retrouves tout seul, t'as vendu ton équipe aussi avec. Hein. Tu vois, t'as vendu ta boîte, la boîte c'est l'équipe, enfin, tu vois, c'est lié. Oui, c'est pas que le Voilà. produit, quoi. Donc voilà, donc ça je l'ai fait. Deuxième truc, moi j'ai monté une boîte, je te dis, où je faisais de l'immobilier. Donc j'ai eu un pivot qui était d'abord, j'étais marchand de biens, c'est-à-dire que j'achetais des immeubles dans Paris. Enfin, j'ai fait qu'une seule opération, j'ai acheté un hôtel et j'ai revendu à la découpe. Voilà. Et ça me plaît pas du tout parce que c'est des coûts financiers qui te permettent de gagner plus de thunes, mais tu as du mal à créer une équipe, Ouais. tu vois, un projet. Ensuite, après, j'ai monté de la location saisonnière dans Paris, donc j'ai acheté des studios, puis j'ai industrialisé le process et compagnie. Mais si tu veux, c'est de l'immobilier, ça n'a pas changé le monde. Tu vois, c'est bien, tu t'enrichis personnellement, tu crées de la valeur, tu achètes des appartements, mais tu n'as pas un impact sur le monde. Donc, avec ces deux trucs, je me suis dit, putain, la prochaine boîte, la boîte de mes rêves, je veux jamais la vendre. Apprentissage du premier truc. Et deuxièmement, je veux qu'elle ait un impact sur le monde. Tu vois, c'est un peu les deux trucs. Et donc voilà. Et surtout, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir une boîte. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui remplace de retrouver tous les matins une équipe, de rêver. Moi, je rêve cette boîte. C'est-à-dire que je m'amuse énormément. Là, tu me posais la question si j'étais encore aux manettes, mais j'y suis encore plus qu'au début. Parce que là, j'y suis tout le temps. J'ai 1000 projets. Je suis au bureau. En plus, aujourd'hui, on fait plus aucun télétravail. Donc, on est au bureau, tous ensemble dans l'équipe. C'est beau à voir, cette émulation, toutes ces équipes qui fabriquent des choses. Nous, on est bootstrappés, donc on n'a pas levé d'argent, donc on n'a pas d'argent magique. Donc, on a dû fabriquer avec 3 bouts de ficelle des trucs. Toi, au début, on faisait du marketing, du SEO à la main. Enfin, on a fait des nocturnes ensemble autour de soirées pizza pour gérer des trucs, des problèmes techniques. On a fait beaucoup de fêtes parce que c'est des trucs fédérateurs. On part en séminaire chaque année, on part en vacances pendant une semaine tous ensemble. Enfin, tu vois, on a vraiment un truc très clan, quoi. Très, voilà, c'est ma guilde, tu vois. Bon, voilà, donc ça, c'est chouette. Voilà, donc c'est les deux apprentissages qui font qu'aujourd'hui, j'ai. Tu le dis tu le dis souvent, et même c'est écrit dans ta bio LinkedIn, tu veux créer la plus belle boîte du monde. Ouais, mais je pense que c'est Et déjà, donc c'est tout ça c'est déjà la plus belle boîte du monde, mais selon moi, tu vois, c'est Oui, toujours la non, même mais bien chose, sûr, on est d'accord. Mais c'est oui, tous ces oui, éléments qui oui, font que oui. vous C'est-à-dire, êtes les j'ai plus heureux. envie d'avoir des collaborateurs heureux. En fait, c'est simple, Kylian, c'est quelque chose de très égoïste. Hein. Ne crois pas que c'est de la pure philanthropie. Je maximise mon bonheur personnel. Moi, pour être heureux, j'ai besoin d'être entouré de gens heureux. Et Tu t'as vois ce besoin que je veux dire? d'aider les autres. Ça s'auto-nourrit. C'est-à-dire que toi, moi, être heureux dans un univers avec des financiers, des mecs qui te torpillent, des coups, des actionnaires, de la politique, des machins, c'est impossible pour moi. Je suis pas quelqu'un comme ça. Moi, je suis un bisounours. Moi, j'ai besoin d'arriver dans un univers où les gens ils m'aiment bien. Donc, pour qu'ils m'aiment bien, du coup, je les mets bien. Pour que les mettre bien, il faut bien payer tes collaborateurs, il faut les respecter, il faut les aimer, il faut leur donner beaucoup de liberté, il faut avoir confiance en eux, il Faut faire la fête. faut pas faire de micromanagement, il faut les laisser faire plein de trucs. Tu vois, oui, moi, quand le voisinage m'appelle à 3h du matin le samedi, alors que je suis tranquille avec mon gamin, ma nana, on est posé. Et enfin, d'ailleurs, généralement à 2h, je dors déjà, et que j'ai les voisins qui s'excitent. Ah, il y a du bruit, ils gueulent, ils font ça. Oui, alors je réponds gentiment aux voisins à chaque fois. Bon, faut pas écouter les voisins. Oui, je vais leur dire. Puis en fait, je leur dis jamais rien. Parce que il faut qu'ils s'amusent, quoi, Ouais, tu vois. carrément. Et puis, sauf des fois, il y a eu vraiment des excès. Il y a eu vraiment des excès. Et donc, le lundi, on dit, bon, les mecs, bon, voilà. Mollo, il y a des fois quand même, tu vois, les femmes de ménage, toute l'équipe d'hommes et de femmes de ménage arrive, je sais plus, à 6-7 heures. Et des fois, ils arrivent, et il y a encore des gens qui font la teuf, il y a des cadavres par terre, enfin, c'est n'importe quoi. Bon, là, on leur dit, les gars, faut être respectueux aussi par rapport aux gens qui viennent travailler après, tu vois. Il y a un peu des abus, mais c'est cool, ça reste smooth, quoi, tu vois, c'est des gens sympas. Tu me parlais de passion, et tu parlais surtout que la passion, elle rentre pas dans les Excel. Ouais, c'est dur à justifier, en fait, d'expliquer des choix par passion, par amour, et Complètement. or, c'est que comme ça que ça marche. Si tu fais quelque chose avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, c'est quasiment c'est irrésistible.
Mais Tu vois ce que carrément. je veux dire, Et moi, je crois à la force du why, et c'est Oui, oui, l'angle que je veux porter avec ce média-là. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est de cette manière que tu embarques tout le monde avec toi. C'est Oui. cette passion que tu as tous les jours. Si jamais cette passion de ton côté, elle s'éteignait, bon, déjà, je pense que Alors, tu elle peut arrêterais. s'éteindre. Hein. Ah non, non, mais alors je vais te dire les deux trucs qui font qu'elle pourra pas s'éteindre. Enfin, les deux trucs qui font qu'elle pourrait s'éteindre. Un, l'équipe. Tu vois, si aujourd'hui l'équipe, on faisait des mauvais recrutements, ça commençait à être compliqué, il y avait des tensions, tu vois, et que l'équipe, du coup, je la sentais moins motivée, moins. Donc, tu es quand même beaucoup nourri par les autres. Ah ouais, bien sûr. L'équipe, c'est le premier point qui me fait lever le matin. Moi, je suis content de retourner. Si j'avais des départs, par exemple, de gens que j'adore, tu vois, moi, je te disais, mon freelance, là, quand je lance la boîte, je prends 2 freelances. Un développeur et un graphiste. Tu vois, faut que quelqu'un me fasse la maquette et puis il faut quelqu'un me développe le code. Aujourd'hui, c'est mon CTO, le freelance. Et le deuxième, c'est mon CPO. Je mangeais avec lui tous les jours. Ça fait 12 ans qu'il est là. Il était stagiaire d'une agence de com et je l'avais pris en freelance. Tu vois. Donc ces gens-là, tu vois, s'ils partaient, s'ils quittaient l'aventure, si j'étais plus avec eux, donc ça pourrait être un truc où je me dis, ça me plaît plus. Tu vois. Moi, j'ai besoin d'être nourri de travailler avec mes potes. On leur fait des bisous d'ailleurs. Bien sûr. J'en fais des bisous tout le temps. Donc, et en plus, avec le micro. Et la croissance. Moi, j'ai besoin de croissance parce que ça me permet de ne pas m'ennuyer. J'ai besoin d'inventer des nouveaux trucs. Si, tu vois, Superprof, on devrait faire 500 millions de chiffre d'affaires un jour. On est taillé pour faire 1,5 milliard. Et là, tu vois, quand on fera 1,5 milliard de chiffre d'affaires, il faudra se réinventer. C'est-à-dire que notre modèle économique aujourd'hui, il est fait pour faire 500 millions. Mais je ne sais pas s'il est fait pour faire plus. Si un jour, on n'arrive pas à se réinventer, tu vois, si on n'a pas d'idées, on n'arrive pas à créer des nouvelles choses qui font qu'on arrive à... Et qu'on est sur un truc un peu de croissance molle avec, après, du coup, quand tu fais pas de croissance molle, du coup, tu travailles ton résultat, tu travailles tes coûts, tu fais ta structure, enfin, tu vois, tu es dans la gestion. Ça, c'est quelque chose qui va pas me plaire du tout. Je suis pas un très bon gestionnaire. Moi, j'ai besoin d'énormément de croissance pour faire énormément de conneries. En fait, tu vois, j'ai besoin de tenter des trucs, j'ai besoin de pouvoir dépenser, j'ai besoin de pouvoir mettre des tickets, prendre des risques, racheter des boîtes très chères, gagner du temps, tu vois, parce qu'on est nourri par la croissance. La croissance, comme elle guérit tous les problèmes. Toi, les problèmes que tu as aujourd'hui avec 1 million, si demain tu gagnes 10, le problème que tu avais avec 1 million, c'est plus un sujet, il est balayé en 2 minutes. Tu vois, la croissance te permet de faire beaucoup d'erreurs. Donc voilà, moi j'aime bien travailler comme ça, je suis pas un bon gestionnaire. Donc si j'ai une équipe qui me plaît plus, tu vois, j'ai plus mes potes avec qui je vais bosser tous les matins et qu'on n'a plus de croissance, je passerai la main à un bon gestionnaire qui s'occupera de la boîte et puis j'irai faire autre chose. Je sais pas, moi, j'ai 1000 idées pour lancer des boîtes. Donc, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment ça qui me nourrit aujourd'hui, mon équipe et la croissance. Parce que c'est incroyable de rêver une boîte, quoi. Si on pense au fait que Superprof, le modèle, c'est tu mets en relation prof et élève, Ouais. il y a un peu le dilemme de l'œuf ou la poule, tu vois, pour les débuts. Bien sûr. Ah bah alors, je vais te... Comment est-ce que tu trouves tes 100 premiers qui ramènent les 100 autres et tu trouves qui d'abord? Les profs, les élèves, comment est-ce que tu les mets en relation? Alors, c'est très simple. Alors, c'est vrai qu'on met en relation des professeurs et des élèves, mais on met en relation des élèves extrêmement motivés, sérieux, qui ont envie d'apprendre, qui sont incroyables, enfin tu vois, on essaie vraiment avec les meilleurs professeurs du monde. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Et en fait, Kylian, si tu veux, pour que ça fonctionne entre un prof et un élève, il faut que les deux s'aiment bien, tu vois. On a tous été transformés dans notre vie par un bon prof. Il y a toujours un prof dans nos vies, on se dit putain, on s'en rappelle de ce mec-là. Moi, c'était Joseph Orlianski, qui est mon prof d'école d'ingé, qui m'a surgalvanisé, je me suis défoncé pour lui. Enfin, tu vois, il y a des profs qui m'ont motivé. Et parallèlement, on a aussi des profs au lycée qui nous ont fait détester la matière parce que les profs étaient horribles, on n'avait pas envie de bosser. Enfin, tu vois, on a les deux... Quand tu es avec un bon prof, putain, c'est incroyable. L'histoire est incroyable, tu as envie d'être meilleur, tu apprends, tu adores la matière, tu te dépasses, tu es super intelligent. Quand tu es avec un mauvais prof, enfin un professeur en tout cas qui ne te convient pas, putain, tu es nul, enfin, tu vois, c'est une expérience horrible. Donc, d'où l'importance en fait qu'on fasse des couples, des alchimies qui marchent bien. Donc moi, si tu veux, c'est pas uniquement toi, Kylian, tu viens, tu trouves ton prof, et puis le prof, il a pas son mot à dire. Il faut aussi que le prof, il accepte la demande de cours. Tu vois, en fait, il faut, quand tu demandes un cours à un prof, eh bien, que tu motives ta demande, t'expliques ton projet pédagogique, pourquoi tu as pris un tel pour prendre un cours, t'expliques, enfin, tu vois, il faut qu'il y ait une double acceptation. Puis ça crée de la confiance entre les deux. Ouais, donc c'est ça qu'on fait, tu vois, c'est pas uniquement... c'est des couples en fait mentor-disciple, tu vois. Et c'est vrai qu'enseigner à quelqu'un qui est passionné ou qui a envie d'apprendre, c'est apprendre une deuxième fois. Enfin, tu vois, donc c'est génial ce couple concret. Donc c'est ça qu'on fait chez Superprof.
Et je crois qu'on est un peu les seuls au monde même à faire comme ça, parce que quand tu vois les gros organismes de cours particuliers, bon, mis à part qu'en plus ils bénéficient des crédits d'impôt et qu'ils surfent sur les trucs comme ça, c'est un modèle où tu choisis pas ton prof. Alors moi je trouve que le choix du prof c'est primordial. Il y a toi, tu peux être plus à l'aise avec un mec, avec une nana, avec un jeune, avec un senior, en fonction de ce que tu as envie d'apprendre. Enfin, tu vois, chacun a des tropismes, tu vois. Et les profs, c'est pareil. Les profs, ils sont plus à l'aise avec des jeunes, avec des adultes, des gens diplômés, des gens pas diplômés. Enfin, tu vois, il y a chacun. Moi, ma copine, elle a voulu prendre des cours de pilates. Elle a cherché sa prof de pilates. Elle me dit, ah bah, je suis plus à l'aise avec une nana, elle va venir à la maison. Enfin, tu vois, chacun a ses trucs. Bref, donc voilà, donc c'est important de vraiment que le prof et l'élève se choisissent. C'est ça qu'on fait. Alors excuse-moi, est-ce que j'ai complètement oublié ta question. Donc l'offre et la poule, l'offre et la demande, Ouais, l'œuf ou la poule. En fait, nous, ce qu'on a fait depuis le début, on s'est dit, c'est simple, on peut pas être bon partout. On a bootstrappé, on n'a pas assez d'argent pour se dire, on recrute des élèves, on recrute des profs, on fait du marketing à gogo et puis voilà. Donc non, comme on n'a pas d'argent, on va se focaliser sur les profs. Donc depuis, on va dire les 8 premières années, je n'ai fait que recruter des professeurs. D'abord, Tu les recrutes comment? alors, il y a plein de techniques et puis ça dépend des pays, mais je vais t'expliquer après. Mais d'abord, on s'est focalisé sur, on recrute massivement des professeurs et ensuite après, on les passe dans notre algorithme et on ne garde que, allez, 20-25% des candidats. Ok. Parce qu'on te propose des super profs, donc on peut pas garder un professeur qui met pas son diplôme, un professeur qui met pas de photo, un professeur il n'y a pas sa pièce d'identité, il a mal rédigé son annonce, il y a des fautes d'orthographe, il répond pas à ses élèves. On est intransigeant sur la qualité de nos professeurs. Donc on s'est focalisé là-dessus en se disant on va recruter massivement des professeurs. Alors on a recruté en faisant beaucoup de SEO, beaucoup de SEA, beaucoup de réseaux sociaux. On a fait aussi beaucoup de croissance externe. Donc moi quand j'ai lancé Superprof en France, j'ai racheté 2 petits sites internet. Tu vois, pour avoir une base de données, quand j'ai démarré, j'avais 10 000 profs. Voilà. Et après, on s'est focalisé sur un truc qu'on savait faire, le SEO. C'est-à-dire le référencement naturel chez Google, en se disant, nos professeurs, on va les recruter, on va faire des belles landing pages, on va leur demander aussi de nous aider à créer du super contenu de qualité. Donc moi, j'ai mis beaucoup de guidelines, de guides pour que les profs, quand ils rédigent leur annonce, eh bien, il y a des mots-clés, ils expliquent bien ce qu'ils font. Enfin, tu vois, il y a du contenu de qualité, un minimum de mots requis, des titres uniques, tout ça, pour que les profs, ils m'aident à créer du contenu de qualité. Ces annonces-là, on en a fait des belles landings qu'on a poussées à Google. Et Google, après, quand tu tapais prof de maths, cours de piano, apprendre l'anglais, eh bien, on était premier dans les résultats naturels. Et donc, les élèves nous trouvaient comme ça. Et donc, nous, c'est les élèves qui payent, les clients, c'est les élèves. Les élèves nous trouvaient grâce au référencement naturel. Et nous, on se focalisait uniquement sur le référencement des professeurs, le recrutement des professeurs. Tu nous as donné des chiffres par rapport à Superprof qui sont vraiment incroyables pour le coup. Parmi tous ces chiffres, que ce soit le nombre d'élèves, l'international, les chiffres même financiers, c'est lequel que tu regardes avec le plus d'amour parce que ça traduit quelque chose pour toi? Alors le plus d'amour, c'est difficile. Je vais dire que c'est horrible ce que je vais dire, mais je vais dire le chiffre d'affaires. Parce que c'est le premier critère que je regarde tous les jours. Tu vois, le premier critère que je regarde tous les jours, c'est le chiffre d'affaires. Le deuxième, ce que je regarde, c'est la croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Et parce que, en fait, pour que la boîte aille bien, il faut des sous. Pour que l'équipe puisse apprendre, faire des erreurs, dépenser sans compter, être dans une dynamique très expansive, très prise de risque. Et tout le monde adore ça. Hein. Il n'y a pas mieux, moi, quand ils tentent des choses, l'équipe marketing ou l'équipe dev, tu vois, ils ont toujours des moyens assez limités. Donc pour garder cette dynamique, c'est vraiment ce que je regarde le plus. Alors avec amour, est-ce que je le regarde avec amour? En tout cas, je le regarde de façon très concentrée, très focus. Mais oui, c'est le premier chiffre que je regarde et tous puis les même matins. si D'ailleurs, on regarde pour les professeurs et pour les élèves, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas leur trouver les meilleurs profs. oui, Et eux, ils ne sont pas dans les meilleures tout est lié, conditions. tout est lié. Mais c'est marrant parce que c'est un truc un peu sous-coté des fois, Kylian. Les gens ne regardent pas l'argent. C'est un truc un peu, je sais pas, tabou, je sais pas, ils regardent pas ça. Il y a des gens même qui connaissent pas leur solde bancaire. Moi, c'était tous les matins, ma journée commence par chiffre d'affaires, croissance du chiffre d'affaires. Après, je descends le chiffre d'affaires pays par pays, puisqu'on en a quand même 68 aujourd'hui. Voilà, moi je fais 90% de mon activité à l'étranger. Hein. La France, c'est que 10% de mon activité. On va presque faire 100 millions cette année de chiffre d'affaires. La France, c'est 10%. Donc voilà, et donc je regarde tous les pays, en gros. Et puis après, je regarde le solde bancaire, ma trésorerie, qui est aussi le nerf de la guerre. Et puis après, j'arrive joyeusement à retrouver mes potes au bureau.
Et puis la journée commence sur les chapeaux de roue avec moi qui ai généralement beaucoup d'idées créatives. Et puis le point sur tous les projets. Moi, je passe beaucoup de temps avec mon CTO. Moi, alors j'ai un CPO, mais moi, je pose beaucoup avec. Moi, je suis très produit. C'est ça qui me passionne. Moi, j'adore construire, j'adore le produit. Voilà. Puis j'ai des super équipes SEO, j'ai des super équipes SEA, j'ai un super CMO, j'ai un directeur général incroyable qui est mon premier recrutement. La première personne que je recrute en CDI chez Superprof. Le mec qui sortait d'école de commerce, qui avait 22 ans et qui vient pour être mon bras droit, ma doublure lumière. Avec moi, on va tout défoncer, on va se lancer à l'international, on va trouver des bureaux, on va tout construire. Donc Camille arrive comme c'est des premiers CDI, quasiment au SMIC à l'époque. Et je lui ai dit, écoute, je peux pas bien te payer, mais par contre, ce que je te propose, c'est une vraie aventure et puis un CDI. Donc on va s'inscrire dans la durée, mais tu vois, on va vivre une aventure extraordinaire. Et puis il est toujours là, 12 ans après, et c'est avec lui que je passe le plus de temps quasiment au bureau, quoi. Petit aparté dans votre épisode pour vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et à regarder En Orbite et ça me fait super plaisir. Néanmoins, vous êtes aussi beaucoup à passer sur les épisodes sans interagir. Donc si jamais un petit rappel que la meilleure manière de me soutenir, c'est de lâcher un like, un commentaire, un partage, de vous abonner. Et si vous êtes sur une plateforme de streaming, vous avez juste à mettre un petit 5 étoiles. Ça, c'est vraiment génial. Maintenant, je vous laisse avec votre épisode, il est super. Merci beaucoup. Tu disais 10% en France. C'est quoi les pays où vous marchez le mieux? États-Unis. Comment tu l'expliques? Alors, comment j'explique? Parce que les États-Unis, c'est le pays le plus riche du monde, c'est le pays qui a le plus d'habitants, c'est le pays qui est hyper connecté, qui est le pays qui a le moins peur de payer en carte bleue, qui a les moyens de paiement. Enfin, c'est le pays le plus riche du monde. Ça, il n'y a pas, tu vois, y a pas de débat. En fait, toutes les boîtes, en fait, devraient avoir comme marché numéro 1 les États-Unis. Je sens que dans le modèle éducatif, quand même, si on enlève cet aspect très logique, tu sens que dans le modèle éducatif, il y a une différence par rapport à la France qui fait qu'ils sont plus poussés à aller chercher leurs profs. Ouais, je sais pas. Il y a moins de tabous peut-être. Alors, écoute, ils apprennent énormément. Ils prennent énormément de cours particuliers. Je pense que ils ont l'habitude de payer pour les études. Tu vois, il y a tout un phénomène comme ça. Après, c'est difficile pour moi de faire une étude sociologique là-dessus, mais en tout cas, ce que je peux noter, c'est que ils sont très friands d'apprendre, que les prix des heures de cours sont 2 ou 3 fois plus chers qu'en France, mais que ça freine pas, tu vois. Sachant que nous on prend aucune commission sur l'heure de cours, donc on n'a aucun intérêt à ce que les prix soient élevés, mais on a plutôt la tendance à faire baisser les prix. Mais oui, les Américains prennent beaucoup de cours. Après, c'est un pays extrêmement compliqué. Ça a l'air facile aujourd'hui, je te dis, c'est le plus gros pays, c'est le pays le plus riche, c'est le pays le plus grand, c'est le pays où il y a le plus d'habitants. Mais moi, pendant 6 ans, Kylian, j'ai perdu entre 300 000 et 500 000 euros par an et j'ai jamais gagné $1. Parce que les États-Unis, c'est des killers. Ils sont très très forts. Ils sont bien meilleurs que nous dans tous les domaines. Dans la tech, dans le SEO, dans le SEA, dans le produit, c'est la ligue des champions, tu vois. Donc moi, j'avais l'impression de ne pas être trop mauvais parce que j'étais en France, parce qu'on avait lancé l'Italie, parce que j'avais lancé l'Espagne. Voilà, quand on a attaqué le Portugal, on est très rapidement devenu numéro 1, même en Espagne, c'est très vite parce que on n'est pas mauvais en France avec la techno. Et quand j'ai attaqué les US, j'ai dû tout réapprendre parce que je suis arrivé devant des mecs qui avaient un niveau bien supérieur à moi. Parce qu'en Google, ils avaient 20 ans d'avance sur moi, ils avaient pris toutes les positions. Les coûts d'acquisition aux États-Unis, c'est pareil, pour acheter des profs. Tu vois, moi je recrute beaucoup de profs, donc ça me coûte des coûts en marketing et compagnie. Pour te donner un ordre d'idée, j'achète en France, en Europe, à peu près 3 € le professeur. Quand j'ai attaqué les US, c'était $28 le professeur. Ouais. Tu vois, donc c'est très dur en fait, il faut des moyens financiers énormes. Aucun build-up n'est possible. Les prix des boîtes c'est stratosphérique. Tu vois, moi j'ai acheté 18 boîtes. J'en ai jamais réussi à en acheter encore une aux États-Unis parce que les montants sont en dizaines de millions de dollars pour des petites boîtes. Hein. Donc, pas de build-up. Les coûts d'acquisition sont très chers. Le SEO, ça marche pas. Plus, il faut une. Moi, t'as compris, je mets en relation des profs et des élèves, mais généralement, et avant le Covid, c'était principalement très physique. C'est-à-dire que les profs et les élèves se trouvaient au même endroit géographique. Donc, il faut faire matcher un prof à un endroit avec un élève au même endroit. Donc, pour mailler le territoire américain, t'imagines la quantité de profs qu'il faut. Donc, très dur. Bon, donc, pendant 6 ans, j'ai galéré. Pendant 6 ans, pas $1. Alors, on va dire que pendant 2-3 ans, on a fait toutes les erreurs du monde. Mais pendant 3 ans, quand même, on a appris. Alors, on dépensait, je te dis, 400 000, 300 000, 400 000, 500 000 $, 500 000 euros par an. Mais ça nous a permis d'apprendre des choses. Et puis, à un moment, on a quand même réussi à trouver un petit démarrage. Et puis le Covid, ça a énormément aidé parce que le Covid a
aboli complètement les frontières, puisqu'on a mis tous nos profs en webcam. Et c'est là, en fait, qu'on a pu dire, bah putain, un prof d'anglais à New York peut matcher avec un élève d'anglais à Los Angeles, tu vois. Et donc, on a aboli les frontières. Et là, il a pu commencer à avoir des mises en relation. Et nous, on a besoin de mise en relation pour évaluer nos professeurs, garder les meilleurs, avoir des avis, avoir des étoiles, tu vois. Et donc, la machine a commencé à marcher. Et aujourd'hui, et depuis 6 mois, les États-Unis, c'est notre plus gros marché. Ça a dépassé la France. Et donc, Voilà. avec tout ce que tu me dis comme difficulté et tout, comment tu as réussi à maintenir cette volonté d'être bootstrap en sachant même que tu perdais énormément d'argent? Alors, c'est parce que je suis bootstrap que j'ai pu perdre autant d'argent pendant 6 ans. C'est parce que c'est une décision Oui. on lâche rien, quoi. Parce que c'est impossible T'aurais eu d'expliquer à des un board. investisseurs, ouais. Impossible. Pendant 6 ans, tu expliques à un board, j'ai encore perdu. N'importe qui. D'ailleurs, je te jure que j'étais un des seuls dans la boîte. Enfin, pas un des seuls, mais beaucoup de gens me posaient la question. Mais pourquoi on continue? Pourquoi on perd de l'argent? C'est vraiment par amour du pays, par passion, parce que tout le monde te dit, mais non, mais arrête et on reviendra quand on sera plus grand. Concentrons-nous sur les pays où on opère, tu vois, pour gagner plus de sous. Mais moi, non, j'ai rien lâché et aujourd'hui, je pense que j'ai eu raison de le faire. Mais pareil, tu vois, le deuxième pays que je lance après la France, moi, c'est l'Espagne. Beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi l'Espagne? C'est un pays qui n'a pas beaucoup de sous. L'Angleterre, ça serait plus rentable. L'Allemagne, ça serait plus rentable. Pourquoi l'Espagne? Et pourquoi l'Espagne? Alors déjà, parce que moi, je préfère partir à Barcelone en vacances que... non, mais tu vois, c'était un choix de cœur. Parce que moi, j'adore l'Espagne, j'adore Ibiza, j'adore Barcelone, j'adore Madrid, j'adore Séville, j'adore Valence. Tu vois, c'est des villes où j'adore. Donc, moi, je préférais me dire, tiens, si je dois y aller, si je dois me déplacer, je vais aller dans les pays que j'aime, tu vois. Très logique quand tu penses comme ça. Voilà. Et du coup, on a mis beaucoup d'énergie, tu vois. Moi, si on m'avait dit, bah non, faut que tu lances l'Allemagne, j'aurais été reculon, quoi. Pour autant, aujourd'hui, l'Allemagne fait 2 fois le chiffre d'affaires alors que ça a été lancé après, 2 fois le chiffre d'affaires de l'Espagne, et les UK est encore plus gros que l'Allemagne et 3 fois plus que l'Espagne. Donc, les gens avaient raison, en vrai, mais peu importe, voilà, c'est... Le choix de cœur, c'est ce qui est le plus important, Kylian. Franchement, faut faire les choses avec passion, et toi, ça marche, quoi. Bah, on y revient toujours à la passion. Le marché du cours particulier, tu dis souvent qu'il a beaucoup évolué. Ouais. En quoi? Alors déjà, tu sais, il y a eu un énorme changement de paradigme avant le Covid et après le Covid. Avant, le marché du cours particulier, notamment le soutien scolaire, c'était très pour les mauvais élèves. C'est-à-dire que c'était les mauvais élèves qui avaient des difficultés. Pendant le Covid, en fait, tout le monde s'est mis... D'ailleurs, nous, on a explosé pendant le Covid. Alors, on a eu une période de sidération. Pendant 3 semaines, notre chiffre d'affaires, il est tombé à 0. J'étais à plus 50% de chiffre d'affaires. On est descendu à moins 70%. Donc, on a eu quand même une petite flip. En plus, on était tous enfermés chez nous. Je voyais plus l'équipe. Moi, tu as compris que je me laissais de l'équipe. Ah, c'est trop triste. Quand on a fermé les bureaux... D'ailleurs, pour te dire qu'on était à la masse, c'est que quand on a fermé les bureaux, on a dit, putain, on se fait un dernier apéro dans les mecs. Ouais. Alors que normalement, on devait garder les gestes barrières. On s'est fait un peu apéro, on était tous au bureau. Puis après, on a fermé. Puis après, on s'est rendu compte que, ah ouais, non, en fait, on aurait peut-être pas dû. Bon, bref. C'est comme ça. Donc, non, le Covid, voilà, ça a été effectivement un truc qui nous a lancé. Mais donc, il y a eu un changement de paradigme. D'abord, les cours particuliers sont devenus pour tout le monde. Et maintenant, on voit bien, on a beaucoup de coachs, de gens qui prennent des cours alors que c'est des bons élèves parce qu'ils ont envie d'intégrer des écoles. Donc, tu vois, le cours particulier est devenu quelque chose de beaucoup plus pour les bons élèves. Et puis ensuite, après, il y a eu le passage à la webcam. C'est-à-dire que en fait, la visio a été imposée pendant le Covid. Ok. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gens sont revenus au présentiel. Tu vois, avant le Covid, je faisais 80% de mes cours en présentiel, 20% à peu près en webcam. Tu avais déjà des gens qui avaient adopté la webcam. Puis il y avait beaucoup de gens aussi qui prenaient des cours avec des super profs, mais qui n'étaient pas dans la ville. Des profs de maths, des profs d'anglais, et tout, donc qui étaient en province, par exemple, et qui voulaient accéder, donc ils prenaient des cours par webcam. Pendant le Covid, on est passé à 100%. Et aujourd'hui, on a 70-30 à peu près, tu vois, en 70 présentiel, 30% webcam. Et ce qu'on a vu aussi comme changement, c'est le cours hybride. C'est-à-dire que tu fais 5 cours en présentiel et le 6e, tu le fais en webcam. Pourquoi ? Parce que tu donnes tes cours de piano, par exemple, pendant la période scolaire. Le petit, il part en vacances au sport d'hiver ou il part en vacances l'été. Avant, ça s'arrêtait. Le cours de piano, ça s'arrête, point. En vacances, tu n'apprends pas tes cours de piano. Eh bien, aujourd'hui, tu vois,
les cours de piano peuvent continuer parce qu'on les a eu pendant le webcam. Et donc, ça va être du solfège, ça va être des cours un peu différents, tu vois. Mais les cours ne vont pas s'arrêter. Et pareil pour le soutien scolaire, pareil pour Et donc, le cours hybride. Tu vois, c'est un truc qui a énormément progressé et qui n'existait pas du tout avant le Covid. Et donc, si je suis ton raisonnement, plutôt que d'arrêter l'abonnement pendant les vacances parce qu'on part ou quoi, on peut le continuer. Et donc, pour vous, il y a un vrai intérêt à ça. Alors, l'abonnement, il ne fonctionne pas comme ça, en fait. L'abonnement, il est pour trouver ton professeur. Donc, Ouais. normalement, si tu trouves ton professeur assez rapidement, en 1 mois ou en 2 mois, Ouais. tu as trouvé ton prof, tu arrêtes l'abonnement et tu vis ta vie avec le professeur. Ok. Tu n'as pas besoin de l'abonnement pour continuer à prendre des cours avec le D'accord. professeur. Nous, notre promesse avec l'abonnement, c'est que tu viens, l'abonnement te permet de trouver le professeur de tes choix, de tes rêves. Après, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, OK, tu viens pour un prof de maths pour ton gamin parce qu'il a des difficultés ou parce qu'il a envie de préparer une super école et qu'il a envie d'un prof de prépa de ouf. Mais ça, c'est le premier mois. Et le deuxième mois, on va dire, mais attends, t'as vu qu'on a fait des masterclass en énologie? Est-ce que t'as pris des cours de sport? T'as pas envie de te mettre en langue? Est-ce que t'as pas envie d'apprendre ça? On essaye de susciter, pousser, tu quand vois, même. Et il y a plein de gens qui se laissent aller. Il y a des gens qui sont des appreneurs compulsifs. Il y a des gens qui prennent des cours de tout, qui prennent plein de cours Non, tous mais les carrément, mois. je sais que je serais dans cette catégorie plutôt. Tu vois Tu vois, si tu vois l'opportunité d'apprendre un truc, tu te dis putain, mais j'y ai jamais pensé. Mais Oui, c'est quand même- mais il y a des gens qui prennent des cours d'apiculture pour apprendre à gérer une ruche. Il y a des gens qui des cours de langue. Il y a du coaching en tout, coaching professionnel, des cours de théâtre, de la prise de parole en public. Il y a vraiment tous les langages informatiques. Il y a beaucoup de gens qui apprennent aussi à comment gérer leur portefeuille de crypto-monnaie, Bitcoin, comment gérer ça, ou comment acheter, comprendre le Bitcoin. Comment se servir de ChatGPT, les LLM, les langages informatiques. Enfin, il y a plein de profs de tout, quoi. Donc, Tu- ouais. Tu parles aussi certaines fois de crise d'autorité Oui. dans l'enseignement. T'entends quoi par là? C'est-à-dire que quand les profs font preuve de trop d'autorité sur les élèves ou en dehors de super profs. Parce que si tu veux, le truc qu'on peut voir, c'est que les professeurs, en fait, nous on rencontre beaucoup de professeurs d'éducation nationale et ces professeurs-là, ils souffrent à l'éducation nationale. C'est compliqué l'éducation nationale. C'est compliqué parce que c'est des gens qui arrivent en étant passionnés de leur métier, tu vois, et qui ont envie de transmettre, tu vois, qui ont vraiment une appétence à la transmission et qui se retrouvent dans une classe avec 25-30 élèves. Dans les 25-30 élèves, tu en as 5 qui ont déjà compris le cours, tu en as 5 qui ne comprendront pas le cours, et tu es dans le ventre mou, tu apprends avec des problèmes de discipline, plus une hiérarchie qui est quand même assez sclérosante, tu vois. Et donc, l'apprentissage comme ça en groupe, tu vois, c'est un truc très compliqué pour nos professeurs. Et ils regagnent vachement d'amour de la transmission, en fait, en cours particulier. Donc, c'est ça, tu vois, que j'ai envie de dire à nos profs, c'est que putain, ne désespérez pas, c'est-à-dire quand dans vos cours, retrouvez l'amour de l'apprentissage avec le cours particulier. Et aussi un autre point qui est assez marrant avec nos professeurs, le type de professeur, c'est qu'on a beaucoup de professeurs d'éducation nationale à la retraite. Parce que les professeurs de philo, les professeurs de français qui ont enseigné 40 ans de philo, un jour on leur dit, et ce qui est horrible, hein, tu vois, putain, arrêtez de donner des cours, allez maintenant faire votre jardin, vous êtes à la retraite. Mais ces gens-là, ils ont donné 40 ans de cours de philo. Ils ont adoré transmettre à leurs élèves. En plus, ils n'ont jamais été aussi bons, ils n'ont jamais autant lu, ils ne sont jamais aussi sages, ils n'ont jamais autant de temps à transmettre. Et c'est des passionnés de la transmission. Donc on a beaucoup de professeurs éducation nationale retraités qui donnent des cours chez Superprof. Bref, venez donner des cours chez Superprof si vous êtes professeur et que vous êtes en pleine crise, parce que chez nous, vous retrouverez beaucoup de plaisir. Voilà, c'est ma petite page promotionnelle. Le message est passé. J'aime bien prendre un point global sur tout ce qui est secteur, etc. Il y a aussi une vraie question par rapport à l'IA. Tu vois, t'en avais parlé avec Francis durant le festin, t'en as parlé C'est assez vrai. globalement. Malgré tout, toi, tu tiens à ta position de dire qu'on ne changera pas, qu'on aura toujours besoin de professeurs. Alors, écoute, je ne suis pas futurologue. Tu vois, j'ai pas d'avis où je me dis j'ai absolument raison. Moi, c'est ma croyance. Moi, je crois très fort en l'humain. Je crois très fort en partage de connaissances d'humain à humain. Voilà. Après, l'IA, c'est un formidable outil qui te répond 24 heures sur 24 à toutes tes questions et c'est quelque chose qui t'apporte de la connaissance. Mais je pense en fait, globalement aussi, comme toi, mais comment est-ce qu'un humain peut continuer à se battre avec ses forces pour rivaliser ? Ah non, mais je pense qu'il faut embrasser l'intelligence artificielle et que ce soit un outil qui nous serve à mieux enseigner, mieux Non, apprendre. complètement, ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se battre contre Non, elle. c'est pas l'un et l'autre, mais comment est-ce qu'un professeur va capitaliser sur ses forces avec Ouais. l'intelligence artificielle pour toujours rester compétitif ? Ah bah ça c'est le travail de nos professeurs. Et puis après ça dépend de la discipline, ça dépend de la matière. Tu vois, c'est un truc qui est difficile à généraliser. Mais moi ce que je vois en tout cas dans l'enseignement, mais si tu veux,
il y a 1000 façons d'apprendre. Pour apprendre une chose, tu as 1000 façons. Juste maintenant, depuis 2-3 ans, tu as une année supplémentaire qui est ChatGPT ou les LLM qui te permettent de répondre à tes questions quand tu veux apprendre quelque chose. Mais avant, déjà, il y avait des vidéos YouTube, il y avait des tutos, il y avait des méthodes, il y avait... Certes. Tu vois ce que je veux dire, la connaissance, elle est partout. Pourquoi tu n'as pas appris à parler anglais, chinois, japonais, toutes les langues, tout seul, dans ta chambre, avec des vidéos YouTube? Je pense que si tu veux apprendre, tu as des tonnes de méthodes, c'est pour presque rien... Bah parce que c'est compliqué de garder une motivation, c'est compliqué de savoir déjà ce qu'il faut poser comme question, où apprendre. Enfin, tu vois, il faut un guide. En fait, si tu veux, dans la connaissance, le prof, c'est pas uniquement quelqu'un qui va te guider. Il va te dire, bah, tiens, Kylian, tu es à tel niveau. Tiens, bah, je te conseille cette lecture plutôt que celle-là. Tu devrais regarder ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est le guide, en fait. Et aujourd'hui, la meilleure façon d'être guidé, c'est par un humain. Encore, je crois ce truc-là très puissamment. Et le deuxième truc, c'est le rendez-vous. La motivation, c'est-à-dire que moi, si je te dis, Kylian, bon, la semaine prochaine, rendez-vous à telle heure pour me montrer ce que tu as fait, où tu en es dans tel devoir, dans tel morceau de piano, dans tel instrument, qu'est-ce que tu as appris et compagnie, bah, dans une semaine, tu dis, la veille, je peux dire que tu vas dire, putain, merde, j'ai pas bossé, tu vas te mettre un coup de pied, puis, parce que tu veux pas passer pour quelqu'un de pas sérieux vis-à-vis de ton prof que tu adores. C'est compliqué avec l'IA, même si elle te donne rendez-vous la semaine prochaine pour te donner un exercice, si tu le fais pas... Puis l'ordinateur. Ouais, tu n'as même pas besoin de rendez-vous. Puis tu l'aimes pas ton IA. Il n'y a pas d'amour. Tu vois, encore une fois, je crois que quand tu as envie d'apprendre quelque chose, il faut être passionné par ce que tu as envie d'apprendre, par l'amour d'apprendre. Tu vois, surtout quand tu es adulte. Quand tu es enfant, on te dit, bon, bah, faut que tu fasses de la géo, de la philo, de français, de machin, toutes les matières. Parce qu'il faut avoir une culture généraliste. Des maths, tu détestes, mais tu le fais quand même. Mais quand tu es adulte, quand tu as envie d'apprendre, tu as envie d'apprendre un truc que tu aimes, tu vois. Et donc, tu as envie d'aimer ton professeur. Enfin, tu vois, tout ça, c'est basé autour de l'amour et de la passion. Et j'ai l'impression qu'on a du mal à aimer ChatGPT aujourd'hui. C'est quand même difficile à aimer, quoi. Enfin, il n'est pas très sexy, quoi. Je suis d'accord avec toi. Pour continuer la discussion sur le secteur, il y a un sujet qui m'intéresse vraiment parce que je pense que Superprof, c'est une super opportunité pour l'égalité des chances. Oui, aussi, c'est vrai. Pour les élèves, etc. Malgré tout, il y a quand même un sujet de se dire que il faut payer sur Superprof, et ça c'est normal parce qu'il faut pour vous rémunérer. Comment est-ce que tu fais pour que ça devienne un bel instrument d'égalité des chances, que tout le monde puisse avoir accès à un prof particulier, malgré le fait que souvent c'est ceux qui sont déjà... qui ont déjà plus d'argent, qui vont être plus aisés, qui peuvent se payer. C'est horrible à dire, effectivement. Je suis d'accord avec toi qu'il faudrait effectivement qu'un jour Superprof soit totalement gratuit et ouvert à tout le monde. Mais ça se comprend aussi, tu vois. Bien sûr, mais mais peut-être qu'un jour on arrivera à transformer Superprof en une fondation et qu'on la donnera à la Terre, comme Yvon Chouinard a donné Patagonia à la Terre. Pourquoi pas? Mais après, il y a plusieurs choses. Premier point déjà. Superprof a permis d'avoir les plus bas prix en termes d'horaire pour nos professeurs. Parce qu'en fait, comme on a 35 millions de professeurs, en fait, si tu veux, il y a de la compétition entre les professeurs entre les professeurs. Il y a plein de professeurs qui arrivent sur le site et qui vont faire des tarifs très dégressifs, très abordables, tu vois, pour les élèves. Donc, ça va permettre aux élèves de payer pas trop cher leurs professeurs. On a une multitude de profs, on a des professeurs, je te donne l'exemple des cours de mathématiques, prof de maths par exemple qui va prendre 50 ou 60 euros de l'heure, qui vont être le prix à peu près des organismes. Si tu vas sur un organisme avec pignon sur rue, si tu veux, tu vas payer ces prix-là aux professeurs parce que c'est les prix, quoi, quand tu veux payer un mec à 20 ans d'expérience. Mais tu n'as peut-être pas besoin d'un prof comme ça, tu peux aussi prendre un prof à 15 ou 20 euros de l'heure, qui est étudiant, qui donne des cours à côté, enfin tu vois, qui n'est pas un professionnel, mais qui va largement pouvoir t'aider à faire tes maths. Il y en a pour tout le monde, quoi. Il y en a pour tout le monde, tu vois. Ça, c'est des choses qu'on essaye. Donc, et encore une fois, c'est la saine concurrence entre les professeurs qui fait que les prix sont assez modiques, sont tirés vers le bas. Nous, on a tendance à tirer les prix vers le bas. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis le début, on n'a jamais pris de commission. Parce que si tu prends une commission et que tu es un chef d'entreprise et que tu vas faire plus de croissance, plus de thunes, mécaniquement, tu as envie que les prix augmentent. Plus les prix augmentent, plus tes commissions sont grosses. Si tu prends 20% du prix de l'heure de cours, tu préfères prendre 20% sur 100 balles que sur 50, tu vois. Complètement. Et d'ailleurs, c'est marrant, Blablacar, eux, c'était pareil, ils prennent une commission sur le trajet. Un jour, j'ai voulu proposer un trajet parce que j'étais tout seul dans ma voiture. J'ai fait un Paris-Bordeaux. J'ai voulu mettre 1 euro. Impossible. La plateforme te bloquait à un prix minimum parce que par rapport aux autres, il fallait gagner une commission sur le truc. Tu vois, donc je veux pas qu'on fasse ça. Donc nous, on tire les prix vers le bas. Et après, effectivement, on a un accès
aujourd'hui à 39 € pour avoir accès à tout le catalogue de professeurs. Si tu es un peu malin et que tu as envie de plein de cours et que tu as envie de plein de profs, franchement, tu prends un mois d'abonnement. Pendant un mois, tu as accès à tout le catalogue de profs. Tu te prends Je te donne à fond. 5-10 profs et après, tu es tranquille pour toute ta vie, quoi. D'ailleurs, c'est trop marrant. Un jour, je prends un Uber et je dis super prof au Uber et il dit je vous ai trop grugé. J'ai pris un mois d'abonnement et j'ai trouvé 10 profs. Je dis, mais oui, mais c'est le principe. Tu nous as pas grugé, hein. C'est ça qu'on propose, quoi. C'est juste, ça a été malin, quoi. Donc, tu vois, voilà, nous, on a envie, effectivement, que tout le monde ait accès. Encore une fois, il faut payer le prof. On a des profs vraiment pour toutes les bourses. On a les prix les plus modiques. Tu peux aussi, si tu as envie de prendre des cours par webcam, prendre des cours. Ça dépend ce que tu apprends, mais si par exemple, tu veux apprendre le brésilien, le portugais brésilien, dans des pays comme ça, ou le mexicain, ou l'espagnol, prends-toi un cours au Mexique avec un prof mexicain, tu le payes en peso mexicain ou tu le prends en réal brésilien, tu vas payer beaucoup, beaucoup moins cher encore qu'un prof à Paris. L'astuce est passée. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, ils l'auront. Tu nous as dit tout à l'heure que pour toi, Superprof, c'était une boîte à 500 millions. Ouais. C'est le potentiel de la boîte aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un petit peu moins de 100 millions de chiffre d'affaires. Si on était, tous les pays étaient à peu près au même niveau de maturité que la France, on ferait 500 millions. Eh bien, ma question est comment est-ce que tu vas faire dans le futur pour aller les chercher ? C'est quoi vos objectifs ? C'est quoi votre roadmap un petit peu pour que les gens se figurent ? Ouais, eh bien exactement la même chose depuis le début, c'est-à-dire on se concentre sur l'amélioration constante de tous nos process et l'ouverture de pays. Donc je te disais, à horizon 6 mois, on sera dans 100 pays. Donc ça, c'est important qu'on soit dans 100 pays, tu vois, on est le 100e quand même, c'est l'Afghanistan quand même, donc c'est quand même assez ouf. 99e, c'est Belize. Pour la petite anecdote, donc on sera à peu près dans tous les pays du monde quand on sera dans 100 pays. Donc ça, c'est la roadmap. Et puis après, on fait grossir chaque pays plus vite, plus rapidement, en améliorant le produit, en améliorant la qualité des professeurs, en améliorant le trafic, en rachetant tous nos concurrents. Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de dossiers de croissance externe encore, tu vois. Voilà, pour devenir le numéro 1 dans les 100 pays, voilà, et puis avec un même niveau de maturité en France. En France, aujourd'hui, on a un niveau de maturité qui nous permet, par exemple, de faire des campagnes de pub. Là, on sort notre nouvelle campagne de pub qui s'appelle Des professeurs pour toute la vie à partir de janvier. Mais tu vois, on la lance qu'en France. On n'est pas encore à un niveau de maturité assez fort dans les pays comme les US, UK, Italie, Espagne, où là, on est encore très branché acquisition. C'est-à-dire qu'on fait des campagnes de pub, mais très orientées acquisition et pas branding, et pas love branding. Donc voilà, non, mon job, moi, c'est de cadencer l'équipe pour aller plus vite. Et en fait, parce que on veut faire la même chose que ce qu'on a fait en France, mais juste en accélérant le planning et en allant plus vite dans les pays, quoi. Et voilà, c'est un peu ça la roadmap. La roadmap, elle tient sur un timbre poste, hein, c'est la même, il n'y a pas de stratégie Superprof. Il n'y a aucune stratégie vraiment incroyable. C'est recruter les meilleurs profs et mettre en relation le maximum de professeurs avec les meilleurs élèves possibles. Et maintenant, juste, on reste concentré là-dessus, on le fait. On ne change pas de modèle économique, on ne fait pas d'upselling, on ne change pas de modèle, on bourrine comme des fous en étant plus rapide, meilleur et toujours en faisant la fête avec l'équipe, quoi. Mais tu vois, c'est ça la roadmap, quoi. Petite question, quand tu parles d'ouvrir dans des pays, pour que les gens aient l'idée et se figurent, quand tu veux ouvrir dans un pays, donc il y a de la croissance externe sûrement, s'il y a des concurrents, quand c'est possible, tu peux le faire, ouais. mais sinon s'il y a personne, alors, comment est-ce que tu fais pour aller dans ce pays-là ? L'ouverture d'un pays, c'est très simple. Alors c'est très simple maintenant parce qu'on en a fait plein, mais au début on galère et le deuxième on a mis je sais pas combien de mois. Et ainsi de suite. Mais maintenant, des nouveaux pays, on les ouvre en quelques jours et quelques heures en technique. Le premier truc qu'on fait, c'est on recrute un natif du pays. C'est-à-dire que nous, quand on lance un pays, en fait, il nous faut un natif du pays qui va nous aider à tordre le site. Superprof, c'est pas une boîte internationale. En fait, Superprof, c'est une boîte multilocale. C'est-à-dire que chaque pays a son Superprof. Si tu es au Mexique, superprof.mx. Si tu es au UK, .co.uk, .it en Italie, .es en Espagne, .be en Belgique, voilà, .co.in en Inde. Chaque pays a son Superprof avec la langue du pays, la monnaie du pays, avec du support dans le pays, avec tout le système pédagogique qui a été renseigné par un natif du pays. C'est pour ça qu'il nous faut un natif, Kylian, c'est qu'il faut vraiment tordre le site pour en faire une expérience très locale. Et donc c'est comme ça qu'on lance un pays. Voilà. Et ensuite après, le country manager, quand il vient et qu'il s'occupe du pays, déjà il a beaucoup de pouvoir sur son pays parce que c'est lui qui connaît le pays. Donc il va nous dire ce qu'il faut faire, il va nous dire où sont les canaux de recrutement, il va nous dire dans quels réseaux sociaux on doit s'intégrer, il va nous dire quelles sont les boîtes, les concurrents à racheter, et puis il va gérer tout le support, et puis il va commencer à recruter des professeurs, tu vois.
Mais c'est ça, le lancement d'un pays, c'est un natif qui va tordre le site. Et moi, un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, c'est... alors, on reçoit à peu près entre 200 et 300 professeurs au bureau chaque mois, qui s'appelle c'est un programme ambassadeur, c'est des gens qui nous aident. Il y a des photos, il y a des soirées, machin et tout. Donc c'est chouette. Et je me rappelle, je rencontre une jeune femme au soir ambassadeur qui me dit « Ah, ben, moi, j'étais prof au Brésil. Je donnais des cours d'anglais, ou je sais plus ce qu'elle donnait comme cours. » Elle me dit « Mais incroyable, quoi. Je suis arrivé en France, je suis française. J'étais au Brésil, je donnais des cours. Mais j'étais persuadé que Superprof, c'était un site brésilien. À aucun moment, j'ai pu penser que c'était un site français, quoi. Donc j'étais super étonné qu'il y ait une version en France, quoi. Donc maintenant, je donne des cours en France, que j'habite en France. Mais elle me dit, mais j'ai été pendant 5 ans, j'étais persuadé que c'est un site brésilien. C'est une très belle victoire, ça. Ouais, ça c'est beau. Ça c'est voilà. Écoute, on a bien balayé un peu toute l'histoire de Superprof, c'est génial. On arrive au jeu de fin. Ah, Tu disais que top. t'adores les, Bien les sûr. surprises. Comme Francis, j'adore les surprises. J'ai quelques questions pour toi. En l'occurrence, ce jeu s'appelle le jeu du newbie. C'est un jeu où je vais te poser des questions comme si j'étais un enfant ou en tout cas un adolescent. Ok. Donc des J'ai jeux, l'habitude. C'est ça. Donc des questions qui sont un peu naïves, voire provocatrices parfois, Bien dans sûr. la période du quoi. Et donc, Trop bien, il faut quoi. me répondre comme si j'étais très jeune et que je ne comprenais pas grand-chose. D'accord. C'est ce que je fais depuis le début, hein, tu sais qu'il est. Non, je déconne. Je t'ai mis dans le personnage dès le début. Alors la première question, elle est très très simple. C'est quoi un super prof? Alors, un super prof, c'est un professeur extraordinaire qui va vous faire vivre une expérience d'apprentissage incroyable. C'est ça principalement, c'est une expérience, une alchimie, voilà, plus après évidemment de la connaissance, mais un super prof, c'est avant tout une expérience, de la confiance avec quelqu'un, de l'apprentissage, un super moment et le fait de se sentir bien, de se sentir mieux parce qu'on progresse. Quand tu apprends quelque chose, quand tu comprends, quand tu es débloqué, voilà, écoute, un super prof, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et surtout une très belle expérience. Si avec ma maman on te donne ma CB, tu me garantis que je vais vraiment progresser en maths ou c'est juste de la pub? Alors oui, tu vas progresser en maths, mais surtout tu vas adorer les maths. Et comme tu vas adorer les maths, tu vas devenir excellent en maths. C'est pas uniquement du progrès qu'on te propose, c'est vraiment le fait de changer complètement ta vision de la matière. Parce que c'est ça le pire, les gens n'aiment pas les maths parce qu'ils sont bloqués, donc ils détestent, ils ont l'impression d'être nuls, ils comprennent rien, ils se mettent dans une posture, tu vois. Donc non. Premier point, pour être... Et puis, alors, un autre truc, c'est que, et si vraiment on n'y arrivait pas, si admettons qu'effectivement, tu n'arrivais pas à trouver le premier super prof que tu trouves ne fonctionne pas, déjà, on mettrait toute notre énergie pour te trouver le professeur parfait. Peut-être que le premier professeur que tu trouverais ne serait pas le bon, mais on n'aurait de cesse que de te trouver Kylian, le professeur avec qui tu vas kiffer, quoi. Et qui va dire, ah, putain, lui, il comprend mes problèmes. Putain, je me sens bien avec lui. Un peu grossier pour l'enfant là quand même. Pardon. Un peu grossier pour l'enfant les putains. Non, ouais, pardon. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que... pardon, excuse-moi mon petit. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que vraiment, essayer de faire en sorte que tu vives un bon moment et que ce blocage, tu l'aies plus, quoi. Donc oui, si tu me donnes, qu'on confie ta carte bleue et que effectivement tu payes 39 € à Superprof, je te garantis, mais sinon je te rembourse 1000 fois ta mise, que tu repartiras avec un professeur incroyable qui te fera non seulement aimer les maths, mais en plus progresser. Qui te fera progresser, mais en plus qui te fera aimer les maths. Tu dis que vous êtes bootstrap et rentable. Ouais. Mais ça veut dire quoi concrètement pour moi? Alors, en fait, tu sais, pour être rentable, il suffit juste de dépenser 1 € de moins que ce que tu gagnes. Okay? Quand tu gagnes une certaine somme, tu dépenses un tout petit moins et tu es rentable. Nous, depuis le début, on a décidé de faire ça, c'est-à-dire d'aller voir nos clients et de leur demander de payer quelque chose. Et puis, en fonction de ce qu'on gagnait, le lundi, et bien, le mardi, on savait ce qu'on allait dépenser. C'est ça, cette hygiène de vie. C'est ça, la rentabilité. Et le bootstrap, c'est ne pas avoir levé d'argent, c'est-à-dire de ne pas aller voir des gens qui, en prenant des parts de ton capital, te donnent des sous qui te permettent de dépenser. Super. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce que le bootstrap, c'est la vie. Tu penses que les élèves viennent sur Superprof plutôt pour les bonnes notes ou pour avoir quelqu'un qui le comprend enfin? Alors, je pense les deux, parce que plein de gens viennent d'abord pour avoir des meilleures notes, parce qu'ils sont dans une difficulté, ils ont envie d'avoir une meilleure note, mais ils viennent aussi parce que
ils ont envie effectivement d'arrêter ce manque de confiance en eux ou ce moment désagréable de la difficulté scolaire. C'est désagréable d'être en difficulté scolaire. Donc voilà, ils viennent chercher quelqu'un qui va les sortir, qui va les emmener vers une joie, enfin un truc un peu meilleur, quoi. Si un prof qui prépare tous ses cours avec l'IA ne le dit à personne, c'est de la triche ou de l'optimisation? Ah non, ce qui compte, c'est la relation qu'il a avec son élève. C'est-à-dire que tu sais, qu'importe s'il prépare son cours avec des livres, avec l'IA, avec des méthodes, voilà, ce qui compte, c'est qu'il arrive à te transmettre à toi, petit garçon, toute sa connaissance. C'est vraiment ça. Et qu'il adapte aussi sa transmission à ta personnalité. Il y a des fois, il y a des personnalités qui ont plus de mal, plus de facilité, qui ont des blocages. Eh bien, il faut que la transmission, elle arrive à passer parce que le professeur, il va savoir s'adapter vraiment à ton niveau et qu'il le prépare son cours avec une IA, écoute, tant mieux s'il lui a fait gagner du temps. Et peut-être que c'est ça le super prof du futur, qu'un professeur qui vient transmettre et qui passe plus de temps dans la transmission parce qu'effectivement, il a bien préparé son cours avec des outils qui lui font gagner du temps dans la préparation du cours. Et la dernière question qui est un peu mignonne, tu as créé Super Prof, mais toi, est-ce que tu es super heureux? Je suis plus que super heureux. Et super prof, j'espère qu'un jour, j'arriverai à le transmettre moi aussi à peut-être mon petit garçon ou peut-être un jeune garçon aujourd'hui qui sera capable de le faire durer parce que super prof, c'est un outil qui est utile à tout le monde. Tout le monde a besoin de trouver le professeur de ses rêves parce qu'un professeur, encore une fois, ça change la vie. Parce qu'on est persuadé que c'est la meilleure chose entre deux individus, c'est la transmission, le fait de passer un moment. Donc, j'ai vraiment envie que Superprof me perdure. Donc, voilà, il faut le transmettre. Magnifique. Longue vie à Superprof. Longue vie à Superprof, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Wilfried. Merci, c'était Kylian. super intéressant. Et puis, pour tous nos auditeurs qui écoutent, n'hésitez pas à aller voir les prises de parole sur Wilfried, sur ses différents réseaux. Il parle pas mal et c'est très intéressant. Donc, Et je réponds à tout le monde sur LinkedIn. Enfin, presque. J'essaye en tout cas, j'essaye. Ouais. Magnifique. Donc, N'hésitez pas à poser des questions, notamment sur le bootstrap. C'est un fin connaisseur. Merci beaucoup de nous suivre à chaque Salut. fois. Ouais. Et bonne soirée. Au revoir. Pour finir, je souhaite remercier les équipes d'Elvonac pour ce joli studio dans Paris. On est à Paris 15e, on a des super décors. On a un décor table aujourd'hui, mais aussi un décor canapé. À chaque fois que je tourne avec eux, c'est super. Donc le lien, il est dans la description. Merci beaucoup.